toutes et à tous et bienvenue à vous sur Médien TV dans On se dit tout. Je suis très heureuse de vous retrouver une nouvelle fois. Et on démarre par l'aliment de la semaine. La fraise est à l'honneur. Ensuite, au boulot, les bruits de couloir, les rumeurs, est-ce que ce sont des perturbateurs au bon management? Eh bien, on verra tout cela dans quelques instants. Notre femme inspirante ensuite est une défenseure de l'entrepreneuriat féminin. Leïla Ndaloussi est avec nous. Et puis pour finir, mieux cerner les causes de la phlébite pour une meilleure prise en charge, on vous dit tout ce matin dans On se dit tout. Bienvenue à toutes et à tous, on démarre. À tout de suite. Beaucoup d'avoir choisi Médien TV pour vous accompagner. C'est un plaisir de vous compter parmi nous et je remercie énormément toutes les personnes qui ont accepté d'être là ce matin, des femmes, pour faire avec moi l'émission d'aujourd'hui. Fatem Zahra Mzeoud Benis, merci beaucoup d'être là. C'est un plaisir de vous retrouver. Merci beaucoup. Vous êtes coach de dirigeants, consultante et avec vous, cette histoire de rumeurs, est-ce que ça perturbe un bon management d'une structure? Eh bien, vous allez nous dire tout ça dans quelques instants. À vos côtés, celle qui n'a pas eu peur de se lancer dans un métier d'homme d'abord, mais ensuite qui vraiment a adopté cette casquette de défenseur. On ne dit pas défenseuse, on dit défenseur, même pour une femme. Malheureusement, défenseur de l'entrepreneuriat féminin, cofondatrice du réseau Women. Vous êtes avant tout expert comptable. Leïla Ndaloussi, vous êtes notre femme inspirante de cette semaine. Merci beaucoup d'être là. Merci et puis, à vous merci de m'avoir invitée. C'est un plaisir de vous recevoir, madame. Et puis, nous avons aussi avec nous une angiologue phlébologue, le docteur Hasna Rgadi. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup. Merci. Alors, avec vous, cette histoire de phlébite, qu'est-ce que c'est exactement? Et apparemment, ça vient sans véritablement prévenir. Exactement. Et il faut savoir réagir, aller taper à la bonne porte du bon spécialiste pour une bonne prise en charge. Nous allons voir tout ça avec vous dans quelques instants. Merci beaucoup, mesdames. On va commencer avec de la couleur, avec de la douceur et avec de la vitamine fraise. Aujourd'hui, c'est la fraise qui est à l'honneur. Mais ce fruit, star des beaux jours, est-il un usurpateur? En effet, la fraise n'est pas le fruit du fraisier. La partie rouge et charnue n'est que le réceptacle de la fleur. Les fruits, ce sont ces petits grains jaunes parsemés à la surface que l'on appelle les akènes. Mais d'où nous vient cette princesse des desserts? Elle pousse à l'état sauvage en Amérique, en Asie ainsi qu'en Europe occidentale. La fraise est une grande voyageuse très certainement disséminée un peu partout sur le globe grâce aux oiseaux. Une vraie globe-trotteuse. C'est pourquoi il existe plus de 600 variétés de fraises dans le monde. La fraise préférée des enfants, c'est la Charlotte. À la fois juteuse et sucrée, elle offre une chair tendre au parfum de fraise des bois. La petite Mara des bois, qui est très sucrée, très parfumée et très aromatique. Au Maroc, les principales variétés utilisées sont la Rapella, Marassil et la Gariguette, qui est aujourd'hui la star des fraises. Juteuse et fondante, elle libère les arômes sucrés et acidulés. Rafraîchissante par excellence, grâce à sa richesse en eau et à son bon équilibre glucides-acides organiques, la fraise est aussi faible en calories et riche en fibres. Source d'acide folique, de potassium et de manganèse. Côté vitamine, la plus intéressante est incontestablement la vitamine C qui, à poids égal, n'a rien à envier à l'orange. Quelle que soit la façon dont vous la préparez, la fraise peut se consommer aussi bien sucrée que salée. Délicieuse avec une glace, dans une salade, en jus ou dans l'inoubliable tarte aux fraises. Ah, la fraise, et surtout la gariguette, elle nous fait tourner la tête. Ça donne envie, hein, pour commencer. Absolument. L'eau à la bouche. Alors, les fraises, mesdames, une petite recette particulière, un petit plaisir, une douceur particulière, Fatem Zahra? Plein de choses. Plein de bonnes choses. Oui, sorbet. Même comme ça, nature, elle est très bonne vrai. quand elle est juteuse. Voilà. Mais c'est un il faut vrai tomber plaisir. sur la bonne Ou la tarte fraise. aux fraises pour les enfants, ils en raffolent. Pour les petits, pour les grands. Tout le monde, tous les Pour tout le enfants. monde, Tu sais que absolument. les adultes sont d'abord des enfants. Des petits grands Des petits enfants. grands enfants. Leïla Ndaloussi, une spécialité avec la fraise? Moi, je la mange dans toutes les sauces, donc je peux la prendre le matin. C'est plein de vitalité. C'est ça. Elle est d'une grande fraîcheur. En salade aussi, ça. Des salades exotiques avec la fraise, avec des fruits, avec l'ananas. Et c'est des bons acides de délicieux. fruits pour la peau aussi.
Pour la peau aussi. Pour la peau oui. aussi, c'est Pour, de bons acides de fruits. Alors, autant de vitamine C dans la fraise que dans l'orange, ça c'est une belle découverte quand même, docteur. Oui, exactement. En fait, effectivement, la fraise est très très riche en vitamine C. En vitamine C, c'est ça. Exactement. Parce que quand on pense à vitamine C, on pense forcément à l'orange. Mais oui, la fraise n'a rien à envier à l'orange. Moi, ce qui me vient à l'esprit, c'est en Ramadan, en général, c'est pas la saison. Et donc, toutes les mamans, toutes les femmes, je dis bien presque toutes, elles achètent et c'est le congélo. Et du coup, c'est toujours le jus de fraise. Le jus de fraise à Ramadan, que ce soit au mois d'août ou... C'est ça. Il y en a toujours sur la... C'est vrai, vous avez raison. Bon, mesdames, on a commencé par la douceur, c'est vrai. Ouais. On va continuer en douceur, mais avec un peu plus de pragmatisme. On va parler de boulot, on va parler santé, on va parler de femmes inspirantes. On démarre. Alors justement, Fatem Zahra Mzioud Benis, merci encore une fois d'être là. Vous êtes coach de dirigeants, consultante, et avec vous cette histoire de rumeurs, bruit de couloir. Est-ce que ça vient entraver le bon déroulement du travail? Est-ce que ça vient entraver également le bon management? On va en parler, mais avant, ce qu'on vous propose, c'est d'abord une définition de ce que sont ou de ce qu'est considéré rumeurs et bruit de couloir, et puis éventuellement d'évoquer les dangers avec notre experte. On regarde et on revient. La rumeur fait partie de la vie de l'entreprise, donc il n'existe pas de rassemblement humain sans rumeur, sans ragot, sans bruit de couloir. Donc dès qu'on prend un café, on passe du temps ensemble, on déjeune, et bien forcément il y a des rumeurs qui se créent. Il y a des rumeurs qui sont, on va dire, légères, humoristiques et ce genre de choses, donc l'impact et la conséquence peut être anodine. Par contre, ils peuvent avoir des conséquences très importante et très grave. Ça peut nuire complètement à l'ambiance qu'il y a dans une équipe ou même à l'échelle de l'entreprise elle-même. Ça a aussi des conséquences sur les personnes concernées, soit sur la vie privée, donc des tensions familiales, des divorces, des insomnies, des maladies. Du suicide même. La personne concernée par la rumeur peut agir de différentes manières. Donc en fonction de la gravité de la rumeur, donc soit la tourner en dérision, en humour ou ce genre de choses, soit prendre à partie la personne qui est à l'origine de la rumeur et s'expliquer avec elle, soit pour qu'elle change de cible ou qu'elle arrête de diffuser ce genre d'informations diffamatoires. Par contre, si la rumeur est à caractère grave, à ce moment-là, un recours à la hiérarchie ou aux ressources humaines pour avoir de l'aide s'avère nécessaire. Alors justement, Fatem Zahra, est-ce que la rumeur est normale? Est-ce qu'elle fait partie de toutes les structures? Je n'aime pas généraliser, donc pas toutes les structures, mais ça peut arriver. Et puis, il faut commencer par définir ce que c'est qu'une rumeur. Une rumeur, à la base, c'est une information. Une information dont on ignore d'abord la véracité. C'est pour ça qu'elle s'appelle rumeur et pas information. Okay. Donc, on ne sait pas si elle est vraie ou pas. Parce que ça commence souvent par « il paraît que ». Il paraît que. Et pourquoi on l'appelle rumeur? Parce qu'elle n'émane pas d'un circuit professionnel ou conventionnel. Donc, il n'y a pas une information descendante ou ascendante sous format de notes, de procès-verbal, d'email, de courriel, etc. Donc, la rumeur, en général, et c'est pour ça qu'on dit bruit de couloir, parce qu'on ne sait pas d'abord si elle est vraie, et on ne sait pas qui l'a dit, qui a déclenché. C'est des oui-dire. Souvent, c'est des oui-dire, ou peut-être, au fait, la rumeur peut être une information vraie, et peut être une information qui n'est pas vraie. Et justement, c'est pour ça que le traitement de cette information va changer du circuit de traitement de l'information normale, conventionnelle dans une entreprise. C'est ça. Alors avec vous, justement, comment doivent réagir les managers face au bruit de couloir et aux rumeurs? Parce que le manager reste quand même un membre de l'équipe. Et donc, comme on dit, il va finir par l'apprendre, il va finir par le savoir. Ces bruits de couloir lui arrivent aussi. En tant que manager, quelle réaction faut-il avoir pour préserver une bonne cohésion d'équipe, pour préserver la bonne ambiance, pour préserver le bon déroulement du travail? Alors, il n'y a pas de recette magique parce qu'il n'y a pas de personnalité figée. Chacun a son type de personnalité et chacun il va gérer une situation à sa manière. Sauf que ce que moi je propose comme solution, c'est que d'abord, il faut s'assurer de la fiabilité de cette information pour juste savoir d'où est-ce que la rumeur est vraie ou pas. Qui doit s'en assurer? D'abord, c'est lui. Le manager. Lui, parce que puisqu'il va voir l'impact sur son équipe, sur lui-même d'abord en tant que manager, sur le travail, sur son travail et sur aussi sa
relation avec les personnes avec lesquelles il travaille. Donc, du coup, il doit aller s'assurer de la fiabilité. Et ça, je pense que c'est l'élément le plus important dans une entreprise, c'est la fiabilité de l'information, quelle que soit cette forme. Donc maintenant, quand c'est des bruits de couloir, ce sont des choses qui ne sont pas formelles ni formalisées, il doit aller chercher cette info. Maintenant, il y a 2 cas. Si la rumeur est vraie, donc imaginons que l'entreprise, je donne un exemple, l'entreprise c'est une multinationale, ou un groupe national qui va vendre une filiale ou un truc comme ça. Donc, lui-même, en tant que manager ou le top management, ils ont une responsabilité de ne pas diffuser l'information. Sauf que, on ne sait pas pourquoi, jusqu'à date d'aujourd'hui, je n'ai pas cette information. On ne sait pas comment l'information, elle peut être secrète que possible dans les coffres-forts. Et on a l'information. Maintenant, c'est 2 manières de faire. Soit je vais aller limiter, et moi je préfère qu'on limite les dégâts, parce que tant qu'il n'y a pas d'informations sûres, il y a interprétation. Et quand il y a interprétation, il y a ambiance toxique. C'est ça. Donc le manager a la responsabilité envers ses équipes et envers lui-même d'aller dire voilà ce qu'il y a. Peut-être il y a des choses à dire et des choses à ne pas dire. Même le dire voilà, ce que je peux vous annoncer aujourd'hui, c'est ça. Je n'ai pas le droit ou je ne peux pas vous dire plus, mais au moins je cantonne, je limite les dégâts. Ok. Maintenant, si l'information n'est pas réelle, et donc aussi, il y a 2 choses. Soit je choisis, comme disait le reportage, soit je choisis de la nourrir, et ça aussi c'est un type de personnalité, et soit je vais choisir... En tant que manager, je peux choisir de la nourrir. Il y a des gens qui nourrissent, oui, au fait, nourrir la rumeur. C'est-à-dire je vais prendre mon assistante, je vais prendre un collègue, je vais prendre un collaborateur, et je vais en parler avec lui. Ça, c'est nourrir la rumeur. Oui. Moi, je ne suis pas partisante de cela. Mais c'est quoi l'intérêt pour le manager de nourrir d'abord pour dire que ce n'est pas vrai. Mais au lieu de le dire à tout le monde, je vais juste le dire à quelqu'un. Et quelqu'un va le dire à quelqu'un. Ça reste toujours une rumeur. Une rumeur, absolument. Sauf que si je prends mes responsabilités, et c'est mon rôle de manager, d'aller affronter et aller peut-être même dans la confrontation de ces gens-là en disant non, cette information est fausse. Et donc, ça, c'est la posture du manager qui est en jeu. Et c'est la capacité du manager à gérer ce type de situation qui est très, très difficile. Alors, vous avez pris comme exemple, Fatem Zahra Mzioud, le cas où la rumeur concerne la structure. Mais parfois, la rumeur concerne les personnes au sein de cette structure. Un volet personnel ou un volet professionnel aussi. Mais à ce moment-là, est-ce qu'il faut que le manager intervienne, même lorsque ça concerne l'individu et non pas le groupe? Encore une fois, mon avis personnel en tant que personnalité, moi, je le ferai en tant que manager et je conseillerais, si c'est un conseil, pas un coaching, le manager de le faire. Pourquoi? Parce qu'il y a ce qu'on appelle les réunions, les entretiens de recadrage. Et c'est dans ces entretiens-là qu'on va appeler la personne et qu'on va lui dire, voilà, on a... Mais le problème du manager, c'est qu'il n'y a pas de véracité derrière. On sait pas, il te dit, non, moi, j'ai rien dit. Donc, j'ai rien entendu. J'ai rien entendu, j'ai rien dit. Donc, du coup, même dans le recadrage, il faut que ça soit factuel. Il faut qu'il y ait des faits. Et dans la rumeur, il n'y a pas de faits. C'est pour ça que c'est très difficile de la traiter d'une manière professionnelle et cadrée. C'est ça. Est-ce qu'il y a des environnements qui favorisent les rumeurs, justement? Absolument. Pratiquement tous les environnements de travail. Dans le sens, est-ce que, par exemple, lorsque l'information manque, la communication manque? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est ça. Quand on est un manager, et malheureusement c'est le cas de beaucoup d'entreprises, marocaines en tout cas, celles que je connais le plus, c'est qu'on ne favorise pas la circulation de l'information. Le droit de c'est un droit. L'information et la communication, c'est un droit. Et qu'on n'autorise pas et qu'on ne le donne pas, et on a l'impression que c'est une faveur. L'information en entreprise n'est pas une faveur, c'est un droit. Bien dit. Voilà. Bien dit, bravo, c'est un droit, exactement. Léla Ndel aussi, justement, vous en pensez quoi de cette histoire de rumeur? Est-ce que ça peut gâcher des carrières? Est-ce que ça peut entraver le bon développement d'une entreprise? Moi, je pense que dans toute entreprise, il y a le circuit formel, il y a l'organisation formelle qui dépend en fait des liens hiérarchiques, statutaires. Et il y a forcément des relations informelles qui sont nées dans le cadre de groupes et qui tissent entre eux, en fonction de leur affinité, en fonction de son d'intérêt, une communication. Donc cette communication, à mon avis, elle est incontournable. Elle est nécessaire aujourd'hui dans une entreprise qui met de plus en plus en avant le bien-être. Et le bien-être, c'est cette possibilité de s'exprimer. Effectivement, comme a dit Fatem Zahra, le problème, c'est qu'on ne peut pas aujourd'hui maîtriser, quand on parle de rumeur, l'origine de cette rumeur. C'est ça.
Mais est-ce qu'on en a Alors, plus lorsque cette qu'ailleurs, rumeur, au niveau du Maghreb, par exemple? Lorsque cette rumeur Le téléphone arabe. Le téléphone, c'est ça, mais il faut faire une distinction parce qu'effectivement, ça peut être le téléphone arabe, c'est-à-dire des messages qui se propagent très vite. Vite, c'est ça. Mais tout dépend aussi du contenu du message. Un message peut être, tant que le message est positif, quand c'est une simple information. Mais si ce n'est qu'une rumeur, ça donne quand même de l'espoir. Ça peut quand même contaminer aussi négativement. Ça peut aussi avoir un impact sur la motivation des collaborateurs, du personnel. Et donc, justement, le rôle d'un manager, c'est d'être alerte et d'être à l'écoute aussi, parce que ça peut traduire aussi de ne pas hésiter à prendre position, comme vous disiez, Fatem Zahra. Ceci dit, ça peut être aussi quelque chose de très positif. Et dans tous les cas, ça existe, c'est incontournable. Il faut juste qu'il n'y ait pas, il faut pas qu'il y ait de dérapage. Un petit mot rapidement. Oui, rapidement, c'est que tu as parlé de culture. Je pose une question, il n'y a pas de préjugés, sinon ça fait stéréotype après. Non, pas du tout. Mais il y a une philosophie, il y a Socrate, c'est connu, les 3 passoires de Socrate, qui dit tout simplement, quand quelqu'un vient avec une information, il lui pose 3 questions. Est-ce qu'elle est vraie? Est-ce qu'elle est utile? Est-ce qu'elle est bien pour moi? Et si c'est oui, 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 là, il l'autorise à le dire. Donc, si on arrive à faire ces filtres, c'est des filtres. Et ça, c'est un outil très important pour un manager pour ne pas rester dans l'écoute négative et pas active. Alors, on parle beaucoup, justement, docteur, d'entreprise, comme si c'était des mondes à part. Mais je veux dire, en médecine, enfin, quand on travaille dans un hôpital ou lorsqu'on travaille en équipe, en cabinet, etc., est-ce qu'il y a aussi ce genre de problématiques? Oui, certainement, surtout dans les hôpitaux et les cliniques, certainement. Les bruits de couloir. Les bruits de couloir, absolument, ça circule partout. C'est pas propre à l'entreprise. Non, pas du tout. Non, je pense pas. Ça existe dans les hôpitaux et les cliniques exactement. aussi. Hein. Alors, Fatem Zahra, on va sur les questions des téléspectateurs. Ok, on y va. Pour Nourdine qui vous dit, l'employeur est-il tenu d'intervenir en cas de rumeur? Tenu. Est-ce qu'il est tenu? Justement, j'ai répondu peut-être à cette question en disant qu'il faut, moi en tant que manager, si je n'ai pas la certitude que la personne a dit, et ça c'est en général dans une rumeur, c'est très difficile, à part si tu as une preuve d'email ou une preuve, une trace, c'est très difficile. Mais ça dépend aussi du type d'entreprise. Il y a des grandes entreprises où il y a un circuit de traitement de ce genre de cas, donc on a le N+1, c'est une procédure. Et dans d'autres cas où non, on peut le faire d'une manière, je veux dire, le manager va avoir une posture, pas d'amis, mais de collaborateur plutôt de N+1 et de vouloir juste gérer le conflit parce que souvent, les rumeurs de ce genre de choses, de ce type, va aller créer beaucoup de tensions et une ambiance toxique. Et donc, c'est sa responsabilité. Alors, Amina vous dit, dois-je laisser courir une rumeur à mon sujet? Absolument pas. Non, du tout. Non. Je pense que ça relève aussi de son bien-être au travail. Et elle va être ni productive, ni bien, ni rien du tout. Donc c'est une personne qui doit aller chercher la source d'information. Et elle doit, avant de juger, avant de dire vous avez dit, il faut juste aller chercher, voilà la rumeur, voilà, j'ai entendu qu'on a dit de moi ceci, cela. Et aller voir les personnes concernées, peut-être une, peut-être 2, et aller, pas se justifier, parce qu'il ne faut pas se justifier, mais juste recadrer. Et donc, elle devrait aller traiter cette rumeur pour qu'elle ne se propage pas. Parce que tout ce qui n'est pas défini, réglé, il peut avoir des impacts très, 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 très négatifs sur la personne. Eh bien, merci beaucoup, Fatem Zahra Mzeoud Bennis, d'avoir été avec nous. Merci. Vous acceptez de continuer l'émission? Bien sûr. Parfait, oui. Merci. Très intéressée même. Merci beaucoup, Fatem Zahra. Vous êtes coach de dirigeant, consultante. On continue l'émission juste après une courte pause. À tout de suite. Très bon retour sur le plateau d'On se dit tout. Merci beaucoup d'être avec nous. Et on continue l'émission. Alors, on a parlé des bruits de couloir et des rumeurs avec vous, Fatem Zahra Mzeoud Bennis. On parlera de Flébit dans un petit moment avec vous, Dr Hasna Regadi. Et puis tout de suite, place à la femme inspirante de la semaine. Merci beaucoup d'être avec nous, Leïla Andalousi. C'est un plaisir de vous recevoir. Merci. Une nouvelle fois. Alors vous êtes expert comptable et vous êtes également, entre autres, parce que la liste est longue, mais on va prendre les deux, en fait, la première et la dernière casquette, expert comptable et cofondatrice du réseau Women, mais qui est véritablement Leïla Andalousi. Eh bien, nos équipes sont venues vous rencontrer et vous nous avez raconté votre cursus, on va dire votre histoire. On regarde et on revient pour en parler. À tout de suite.
Leïla Andalousi, je me définis comme une citoyenne marocaine active et engagée. J'ai commencé mon parcours professionnel par une maîtrise en gestion à l'université de Casablanca. Ensuite, j'ai préparé à Toulouse un diplôme d'études approfondies en gestion. Je suis rentrée au Maroc par la suite et j'ai commencé une expérience très riche dans un grand cabinet international d'audit où j'ai eu à mener des missions de commissariat aux comptes auprès d'entreprises nationales et internationales. Le cycle d'expertise comptable au Maroc avait démarré. Je m'y suis inscrite, j'ai passé mon mémoire et j'ai eu mon diplôme national d'expert comptable. Et je me suis lancée dans la création, dans la fondation d'un cabinet d'expertise comptable. J'ai choisi ce métier parce que c'est un métier qui est très riche. C'est un métier où il y a beaucoup de gymnastique intellectuelle. Au-delà des chiffres, c'est un métier d'analyse, de conseil. Il y a cette perception que le métier d'expert comptable est un métier d'homme. Mais fidèle à mes choix, j'ai continué mon parcours et j'ai pu me forger aujourd'hui une place dans ce monde d'hommes. J'aimerais pouvoir contribuer avec mes actions, avec mon militantisme qui m'a poussée avec des femmes très inspirantes, des femmes très engagées à créer le réseau Women, qui est le réseau international des femmes dirigeantes. Alors, Women entreprend plusieurs actions pour hisser la position de la femme. La première, c'est qu'en tant que réseau, il promouvoit le network entre ses membres. Un de nos projets aussi, en fait, sur lequel nous avons déjà commencé à travailler, c'est de contribuer à renforcer le leadership des femmes. Et donc, ça se fait à travers des formations dirigeantes, des formations sur les skills, des formations spécifiques sur le management. Je pense que l'engagement est une graine qui pousse dans chacun d'entre nous et j'aimerais faire appel à toutes les femmes engagées pour qu'elles puissent rejoindre le réseau Women, pour qu'elles puissent, dans un élan de solidarité, se mobiliser avec nous pour améliorer la position de la femme entrepreneur, parce qu'elles en ont les moyens et parce que c'est grâce à cet effort de solidarité avec des femmes qui ont réussi qu'on peut avancer positivement dans la société et transmettre des valeurs à fort impact aux générations futures. Alors justement, Leïla Andalousi, est-ce que vous croyez vraiment en cette solidarité féminine? Parce que moi, j'ai souvent entendu dire, maintenant bruit de couloir ou pas, justement, on va vérifier avec vous, que les femmes étaient très dures les unes envers les autres. Alors, est-ce que vous croyez à cela ou plutôt à cette solidarité féminine que vous prônez? J'y crois dur comme fer. À la solidarité féminine? À la solidarité féminine. Je pense que lorsqu'il y a des causes importantes qui engagent les femmes, c'est un moyen de les cimenter, c'est un moyen de leur donner envie de s'investir dans des choses très grandes, des choses qui les connectent avec des valeurs. Et donc, ça leur permet de se solidariser et d'avancer ensemble pour justement défendre des causes qui sont très nobles. Mais quand on dit que le pire ennemi de la femme, c'est la femme, c'est un stéréotype. On le dit, c'est un stéréotype, on le dit souvent, et donc on l'intériorise. Et on le répète à chaque fois. À force de le dire, on finit par le croire. Et je pense qu'il faut un peu s'écarter de ces stéréotypes et voir les choses de façon un peu plus positive. Alors, on va revenir justement à votre premier amour, à votre premier métier. Vous êtes expert comptable et vous l'avez dit aussi dans le reportage, c'est avant tout un métier d'homme. Alors, je me permets de vous poser la question et de vous demander si c'est toujours un métier d'homme en 2019 et si cette question de genre est toujours d'actualité. Est-ce qu'on peut toujours dire aujourd'hui qu'il y a des métiers d'hommes et des métiers de femmes? Le métier d'expert comptable, effectivement, a été pendant très longtemps perçu comme une profession masculine parce que... D'ailleurs, on ne dit pas experte comptable. On ne dit toujours pas experte comptable, malgré l'évolution des choses. Et donc, pendant des années, il n'a pas été investi par des femmes. Et d'ailleurs, quand j'ai été diplômée, il y a presque une vingtaine d'années, le nombre de femmes qui exerçaient cette profession se comptait sur les doigts d'une main. Ok. Et puis, lorsqu'on parlait d'expert comptable, lorsqu'on voulait représenter le métier, c'était toujours par rapport à l'image d'un homme, l'homme du chiffre, qui était plongé dans ses états financiers. Et cette image a alimenté, a nourri la perception à son tour qui faisait qu'on pensait que ce monde était inaccessible aux femmes, effectivement. Je pense qu'aujourd'hui, l'évolution est en marche. Ce n'est pas encore une révolution.
Lorsqu'on voit les chiffres, on est quand même 89 femmes experts comptables qui exercent au Maroc, qui sont inscrites à notre ordre sur une population de 600, à peu près 650 membres. Ça fait du 15%, c'est pas mal. L'évolution est notable. Oui, le métier aujourd'hui est en train de... Il séduit un peu plus les femmes. Mais est-ce que ça vous dérange aujourd'hui qu'on vous pose cette question? C'est un métier d'homme. Est-ce que pour vous, la question ne devrait plus se poser? Je la comprends. Quelque part, je comprends parce qu'on a toujours des préjugés et parce que c'est un métier qui exige beaucoup de temps, beaucoup de disponibilité qu'une femme ne peut pas tout de suite avoir, étant donné sa fonction aussi à la maison en tant que chef de famille. Et donc, ça vient de là, effectivement. Maintenant, je le comprends, mais parfois, je ne le conçois pas, je ne le perçois pas et je ne l'accepte pas. Je pense qu'il faut évoluer dans son langage aussi, parce que ça si on permet continue aussi à le dire, voilà, on risque aussi de continuer à le penser. Donc. Alors, vous l'avez dit, il y a à peu près 20 ans, lorsque vous avez commencé, vous étiez, on va dire, un peu moins de 5 experts comptables femmes au Maroc. Aujourd'hui, un peu plus de 80. Mais encore une fois, quand on revient à cette histoire de monde d'hommes, comment on fait pour finalement se trouver sa place, se faire un nom, parce que vous êtes aujourd'hui DA de l'un des plus grands cabinets au Maroc. Comment on arrive à imposer son nom et à imposer son empreinte? D'abord, je voudrais rectifier, je ne suis pas DA d'un des plus grands cabinets du Maroc. Donc, DA du plus grand cabinet du Maroc? Non, pas du tout. Pas du tout. En tout cas, c'est ce qu'on dit de votre cabinet. Mais j'ai le privilège d'accompagner des entreprises d'une certaine taille, que ce soit au Maroc ou à l'étranger, et ça m'apporte beaucoup de satisfaction, sachant que je suis partie de rien. Donc, après une expérience, comme ça a été, comme je l'ai dit, dans le témoignage, dans un cabinet d'audit, je me suis installée, j'ai pris la décision, j'ai hissé ma plaque et j'ai décidé de fonder mon cabinet. Je suis partie de rien. Donc, zéro dossier. Et ça n'a pas été facile au début. Donc, tout début de parcours d'un homme ou d'une femme est plein de challenges. Mais bon, à force de travail, de persévérance, j'ai eu la chance d'accompagner dès le départ de grandes boîtes qui m'ont fait confiance, que j'ai fidélisées. Et par la suite, lorsque il y a une relation qui est tissée avec un client, une relation de proximité, une relation de confiance, je pense que la distinction homme-femme n'est plus de mise. On n'y pense plus. Et donc, on avance dans un partenariat. Mes clients sont mes partenaires. Et ils le sentent pertinemment. Donc, ils sentent cet investissement dans le conseil et ça renforce la relation forcément. Alors, vous avez parlé dans le reportage de votre dernier bébé. Vous êtes cofondatrice du réseau Women. Alors, c'est ce besoin aussi de militantisme féminin de l'entrepreneur que vous êtes, ça vient comment? Moi, je dirais que c'est une fibre qui est innée. On le sent, on le sent pas. Voilà. Donc, moi, je l'ai senti depuis très longtemps. Et je l'ai été à travers un réseau de femmes pour promouvoir l'entrepreneuriat féminin. Et d'ailleurs, je conseille à toutes les femmes de cultiver ces réseaux parce qu'ils apportent énormément. C'est des véritables tremplins vers beaucoup de partage, vers la promotion de leur entreprise aussi. Et aussi à travers le professionnel, parce que j'ai toujours été passionnée par mon métier. Et donc, j'ai investi les instances professionnelles. Et j'ai occupé un poste au niveau de l'Ordre des experts comptables en tant que bénévole. Et là, je suis passée au conseil, j'ai été élue au conseil national qui était jusque-là, qui ne comprenait que des hommes. Et avec les autres, mes pairs, les membres élus, donc nous travaillons beaucoup sur la profession pour la faire évoluer, pour assurer aussi le respect de l'exercice, enfin des règles d'exercice professionnel, pour faire évoluer les choses, et chacun à sa manière, aussi modestement que possible. Il y a une structure qui existe depuis plusieurs années, qui œuvre justement en faveur de l'entrepreneuriat féminin, c'est la FEM. Aujourd'hui, il y a le réseau Women. Est-ce qu'on peut dire que ce sont deux structures complémentaires qui vont travailler de la main dans la main, qui vont s'entraider, où chacun... Et en fait, vous avez fait partie de la FEM également.
Donc vous connaissez bien aussi, on va dire, la boîte en quelque sorte. Donc dans cet élan de solidarité féminine, est-ce que c'est important que tous ces réseaux s'allient en association, par exemple? Moi, je pense qu'au Maroc, on a besoin d'avoir beaucoup de réseaux et d'agir dans la synergie, dans la complémentarité, d'autant plus que chaque association se distingue par rapport à une autre. Donc la FEM, j'en suis toujours membre et je suis très fière d'être à la FEM. La FEM promouvoit l'entrepreneuriat féminin. Women, c'est autre chose. Donc Women, c'est une association qui a été constituée de membres dirigeantes du secteur public et du secteur privé pour leur permettre de construire un network, de se connaître et de partager leurs best pratiques au Maroc et avec d'autres membres dirigeantes à l'étranger, puisque c'est un réseau international. Le but de Women, c'est de promouvoir le leadership qui sommeille en toute femme. Donc toute femme a un potentiel entrepreneurial, un potentiel important. Et le fait d'en prendre conscience et connaissance va lui permettre d'évoluer, d'avancer dans sa carrière professionnelle. C'est une forme de coaching Entre autres, oui. Oui, on a besoin aussi de faire des formations en coaching, à côté d'agir sur des facteurs au sein de l'entreprise, des entreprises qui sont aussi partie prenante dans le développement de la position des femmes. Alors Hasna Argadi, justement, en tant qu'angiologue phébologue, ça aussi c'est une spécialité qui reste relativement rare. Effectivement, et où il y a très peu de femmes. Très peu de femmes, non, majoritairement des femmes. Non, c'est vrai majoritairement des femmes, D'accord. exactement. Parce que ça reste une spécialité médicale et pas chirurgicale. Alors pour le cas mais il y a des de la femmes, chirurgie en fait, dans il y a de dans la le chirurgie, traitement. effectivement, il y a de la chirurgie, il y a des actes aussi, d'accord. Il y a surtout, c'est pas de la chirurgie ouverte, on va dire classique, de la chirurgie endoveineuse ou vraiment c'est interventionnel, voilà, interventionnel. Alors effectivement, il y a des spécialités en médecine, voilà, qui sont effectivement, il n'y a que des hommes ou très 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 peu de femmes. C'est comme l'urologie. Non, pas du tout. L'urologie. L'urologie, la traumatologie. C'est vrai. Pourquoi l'urologie? Parce que les problèmes de... Ça touche plus les hommes, je pense. Ouais. Il y a une pudeur chez les femmes. Mais par exemple, en gynécologie, il y a beaucoup d'hommes gynécologues. Exactement. Je pense que c'est plus une pudeur chez les patients. Les patients hommes, je pense que c'est plus ça. Et il y a la traumato, parce qu'on dit en général ça nécessite une force musculaire et c'est plus l'homme qui a ça. Donc je pense que c'est ça. Il y a quand même ces stéréotypes et ces préjugés qui continuent, même dans les choses les plus carrées comme la science, enfin la médecine. Fatem Zahra? C'est toujours la même chose. Nous, dans le consulting, c'est pareil. Le conseil, en général, est un métier d'homme. Pourquoi? Parce que ça demande des déplacements, de la mobilité, un nombre d'heures assez conséquent, une disponibilité énorme par rapport au client. Donc, le client peut vous appeler à n'importe quelle heure et vous pouvez... Enfin, c'est ce qu'il pense. Il pense qu'une femme ne peut pas. Alors que non. Moi, je rejoins Leïla. Une femme qui a la fibre entrepreneuriale et qui est chef d'entreprise, pour moi, il ne faut plus parler d'hommes ou de femmes, il faut parler d'entrepreneurs. Mais en toute honnêteté, est-ce que lorsqu'on est une femme mariée avec des enfants, est-ce que le rôle du conjoint, on va dire plutôt son état d'esprit, ça vous fait sourire, oui. Mais c'est vrai, on est entre femmes là, oui, personne n'est avec nous. Yasmine, tu as absolument raison. Mais voilà, est-ce que sa moitié, l'homme de sa vie, son conjoint, son état d'esprit, le fait qu'il soit, on va dire, ouvert d'esprit, ça va influencer sur la performance de cette femme entrepreneur, sur sa disponibilité, sur tout ce que vous avez dit. Totalement. Elle a besoin de cet aval quand même. On a encore besoin de l'aval de nos... C'est pas question juste d'aval, parce que cet aval lui permet un équilibre de vie. Parce que ça, c'est un équilibre de vie. Et en famille, et dans une famille, on est aussi en équipe. Tu n'es pas toute seule. Tu n'es pas la seule qui sort. Tout le monde est impacté. Quand tu as un collaborateur, c'est de la teamwork. Si on travaille ensemble, s'il comprend, donc il va aussi prendre sur lui. Et regardez, même nous, inconsciemment, je dis prendre sur lui, alors que normalement, ce n'est pas prendre sur lui. C'est travailler avec toi. On a décidé de faire ça ensemble, de faire 2 carrières en parallèle et de les réussir ensemble. Donc c'est un travail. De respecter. Et de se respecter. Respecter la carrière de l'autre. Et je vais dire un seul mot pour terminer cela. Si l'homme a une estime de soi assez importante et une confiance de soi, il n'y a pas de souci.
Mais s'il y a le cette travail de la femme ne comparaison, va pas oui, c'est ça, c'est parce ça que va pas c'est les une branler. femme, c'est parce qu'elle gagne mieux que moi, c'est parce qu'elle a une carrière meilleure que moi. La femme, elle arrêtera. Alors, on va prendre la question de Aya, qui vous pose justement, qui voudrait savoir, elle vous dit, passionnée d'entrepreneuriat féminin, je souhaiterais rejoindre le réseau Women que vous présidez. Serait-ce possible même en n'étant pas dirigeante? C'est possible, effectivement. Donc, comment elle s'appelle? Aya. Alors, Aya, effectivement, elle peut postuler. Donc, elle a tout simplement à remplir en ligne un bulletin d'adhésion en tant que membre sympathisante. D'accord. Donc, on a les membres actifs et on a les membres sympathisantes qui ne sont pas obligées d'être dirigeantes. Et puis, sa candidature sera étudiée par une commission qui est là pour ça. Ok, parfait. Et je voudrais aussi compléter que nous avons aussi des hommes avec nous, juste pour répondre à ta question tout à l'heure, et qui ont aussi le statut de membre sympathisant, parce qu'on a besoin des hommes, on est dans la complémentarité avec eux, et on sait que c'est grâce à eux et avec eux qu'on peut co-construire ce projet, surtout qu'aujourd'hui, vous avez 96% des entreprises qui sont dirigées par des hommes. Tout à fait. Merci beaucoup Leila Endel aussi d'avoir été avec nous. On continue l'émission, cette fois-ci, on parle santé. Hasna Ragadi, merci beaucoup d'être là. C'est un plaisir de vous recevoir. Vous êtes angiologue et phlébologue. Exactement. Alors aujourd'hui avec vous, le point sur la phlébite. Qu'est-ce que c'est que la phlébite exactement? Nos équipes ont préparé une définition et on vient en studio ensuite pour parler de la prise en charge. On regarde ça en images. La phlébite, ou thrombose veineuse, est un trouble cardiovasculaire qui se manifeste par la formation d'un caillot à l'intérieur d'une veine. Ce caillot bouche la circulation sanguine dans la veine, complètement ou partiellement, empêchant ainsi le sang de circuler efficacement. La phlébite peut être superficielle et se forme dans une veine de surface. Ou profonde, plus grave, elle s'accompagne d'une sensation de douleur, de chaleur locale et nécessite une intervention médicale urgente. Dans la majorité des cas, la phlébite touche une veine des jambes mais peut aussi se former dans n'importe quelle veine du corps. Les causes de la phlébite sont diverses et variées. Alors, si vous ressentez une douleur, lourdeur, gonflement et chaleur au niveau de votre jambe, n'attendez pas et parlez-en à votre médecin. Alors justement, docteur, est-ce que c'est grave? Est-ce qu'une phlébite est grave? En fait, la phlébite, c'est une maladie cardiovasculaire, d'accord, qui peut être grave parce que, en fait, ce qu'il faut, je vais juste rappeler un tout petit peu rapidement la définition. Effectivement, c'est une obstruction veineuse, que ce soit partielle ou au total par un thrombus, effectivement, au niveau des veines. En général, les veines des membres inférieurs. C'est ça, c'est au niveau des jambes. Mais exactement, au niveau des jambes. Alors, au niveau des jambes, effectivement. Alors, le risque et la complication majeure de cette maladie, c'est qu'un fragment qui va se détacher du caillou déjà formé dans la veine et qui va migrer dans la circulation veineuse, d'accord, traverser le cœur et aller boucher les artères pulmonaires, ce qui va déclencher une embolie pulmonaire. Et c'est l'embolie pulmonaire qui rend cette maladie très grave parce qu'elle peut avoir des conséquences fatales. Donc en fait, une phlébite peut être à l'origine. Exactement. D'ailleurs, 30 à 40% des thromboses des phlébites des membres inférieurs se compliquent d'une embolie pulmonaire. Il faut savoir aussi que 70 à 80% des embolies pulmonaires sont dues à des thromboses. En fait, la phlébite, c'est la thrombose veineuse profonde, profonde ou superficielle, qui sont dues à des thromboses veineuses profondes des membres inférieurs. Alors, on dit que le surpoids, l'obésité sont des facteurs de risque. Exactement. Est-ce que l'âge aussi, le genre? Exactement. La liste est très longue, d'accord. Moi, je vais citer juste les plus fréquents. Exactement. L'âge avancé, plus de 65 ans, d'accord. Il y a l'AVC, des patients qui ont un accident vasculaire cérébral, que ce soit ischémique ou hémorragique. Il y a le cancer. Tous les cancers sont thrombogènes, d'accord. La pilule contraceptive, et ça, les médias, on en a beaucoup parlé, d'accord. Les traitements hormonaux. Non, à raison, effectivement. Les traitements hormonaux, que ce soit pour les OPK, que ce soit pour la ménopause et tout, ça aussi, tous les traitements hormonaux sont à risque
thrombogènes Donc aussi. tout le monde est à risque En fait, oui, il y a beaucoup de facteurs. La grossesse, donc plus la chez période, la femme. exactement, puis c'est plus chez la femme, la grossesse, le post-accouchement, une chirurgie récente. Ça, par contre, il faut juste distinguer entre il y a des chirurgies qui sont à haut risque thrombogène et des chirurgies à faible risque. Par exemple, juste un simple exemple, un patient qui a été opéré pour une prothèse de la hanche a beaucoup plus de risque qu'un autre qui a été opéré pour une appendicite. D'accord. Donc il y a Mais le médecin lui dit. Non, bien sûr, et on médecin l'oriente, prescrit c'est ça. systématiquement des Mais par exemple, médicaments. pardon, mais pour revenir à l'histoire de la pilule contraceptive, par exemple, aux traitements hormonaux, est-ce que les gynécos sont tenus de prévenir, de sensibiliser leurs patientes? C'est sûr. Mais à quoi, justement? Qu'est-ce qu'il faut... Est-ce que lorsqu'on prend la pilule, il y a des choses à éviter ou des choses plutôt à faire? Bien sûr, lorsqu'on prend la pilule, c'est déjà le tabac. Il ne faut pas avoir plusieurs facteurs de risque. En fait, la phlébite survient chez des patients à plusieurs facteurs de risque. Il n'y a pas que la pilule. Il y a l'obésité. Donc, une femme grosse peut faire une phlébite. Mais ce n'est pas que l'obésité. Il faut par exemple une femme qui est d'un certain surpoids, qui est fumeuse, qui fume par exemple, qui prend la pilule. Là, c'est un cocktail qui est vraiment très, très... Voilà, donc il y a ça, il y a la pilule, il y a la grossesse, le post-accouchement, il y a le plâtre, l'immobilisation que ce soit par le plâtre ou la telle. Mais en général, on prescrit directement des injections sous-cutanées. Vous savez, même pour la femme, quand elle accouche, on prescrit systématiquement. Il y a aussi les cancers, on vient de le dire. Il y a un autre facteur de risque qui est très important, c'est que l'antécédent de thrombose, de phlébite ou d'embolie pulmonaire. Si quelqu'un l'a déjà fait. Il y a eu effectivement déjà fait une thrombose veineuse profonde, a 3 fois plus de risque de refaire un deuxième épisode. Ok, alors ça veut dire, si on vous suit, il y a des facteurs de risque, il ne faut surtout pas les associer. Et Exactement. puis, la thrombose veineuse, si on en a peur, c'est parce que ça peut déclencher une embolie pulmonaire. Exactement. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si jamais ça arrive, on a le temps de réagir ou c'est forcément fatal très vite? Non, pas du tout. C'est pas forcément fatal très vite. Non, pas du tout. Comme je vous ai dit, c'est juste 30 à 40%. Alors, effectivement, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut consulter le plus rapidement possible et démarrer le traitement le plus tôt possible. Et en général, on démarre le traitement au cabinet. C'est-à-dire, par exemple, moi, au cabinet, j'ai les injections qu'il faut. Donc, dès que je confirme le diagnostic, on injecte le patient. Exactement. Okay. Mais justement, dans le reportage, les symptômes, c'était douleur, gonflement, chaleur. Exactement. Mais c'est des douleurs qui ne sont pas du tout spécifiques. C'est ça. Et c'est les 3 signes, effectivement. Ça peut évoquer énormément de pathologies. Énormément. On peut se dire, c'est rien du tout, ça va passer. Exactement, exactement. Après, il ne faut pas non plus être trop suspicieux. Hypocondriaque. Exactement, il ne faut pas. Donc, effectivement, mais en général, la douleur, elle vient brutalement. D'accord, elle vient brutalement. En général, une seule jambe, pas les deux. D'accord, souvent une seule jambe. L'œdème qui est assez significatif. D'accord. Ça gonfle. Ça gonfle énormément. D'accord. Et après, il y a la rougeur, chaleur aussi. C'est possible. C'est possible d'avoir un placard chaud. Quand on pose la main, c'est plus chaud que le reste du corps. Alors, en général, qu'est-ce que vous constatez? Est-ce que les patients viennent directement chez un angiologue phlébologue? Ou bien il y a un petit peu cette errance médicale, on ne sait pas trop chez qui aller, vers qui se diriger? Ça commence à changer. Moi, quand je me suis installée à Casa, effectivement, on ne connaissait pas du tout la spécialité. Il faut dire aussi qu'on est très, très peu nombreux, donc c'est très normal. Donc la spécialité, elle est plus ou moins connue maintenant, beaucoup plus qu'avant, mais ça reste encore... Mais après, il n'y a pas d'angiologue dans toutes les villes marocaines, mais il faut savoir aussi que la phlébite peut être prise en charge par les cardios aussi. D'accord, ok. Donc, partir chez un cardio, partir chez un phlébologue? Exactement, c'est la même chose, il n'y a pas de problème, parce que, en fait, les cardios, il n'y a pas tous les cardios qui font l'échodoppler vasculaire, mais au cas où, s'il ne fait pas l'échodoppler, ils le demandent systématiquement, et c'est très accessible, l'échodoppler. Mais ensuite, qu'est-ce qu'on fait pour éviter la récidive, docteur? Alors, pour éviter la récidive, alors déjà, il faut commencer le traitement le plus tôt possible, le plus rapidement possible. Il y a le port de bas de contention connu sous le nom de bas à varices. C'est très, très important. C'est vraiment partie intégrante du traitement. D'accord. C'est pour éviter la récidive. Après, il y a des facteurs qui sont permanents. D'accord. Vous savez, quelqu'un, par exemple, qui a une maladie héréditaire thrombophilie, d'accord, c'est des patients qui ont une hypercoagulabilité sanguine. C'est-à-dire le sang coagule rapidement, on ne peut rien faire pour eux. D'accord. Il y a des maladies où on prescrit les anticoagulants à vie. Ok. Donc, c'est de cas par cas. Mais c'est peut-être aussi revoir les facteurs de risque, c'est-à-dire si c'est un surpoids, baisser de poids, favoriser l'activité physique, arrêter le tabac, ce genre de choses. La bonne hygiène de vie, ça, c'est
Obligatoire. Obligatoire, absolument. Mesdames, une petite question, elle est là, la spécialiste. C'est gratuit sur le plateau d'On se dit tout. Je préfère la rencontrer dans d'autres circonstances que médicales. On a beaucoup, en tout cas moi j'ai beaucoup appris et je pense que chacun dans sa famille a dû au moins côtoyer un cas pareil. Exactement. Et effectivement, ça peut arriver de façon très subite et le problème c'est qu'on risque de ne pas le détecter à temps. Exactement. Et ça peut avoir des répercussions. Oui, juste par exemple, hier, j'ai vu un patient qui a ça depuis 15 jours. Il a pris la route de Michelifène jusqu'à Casa, donc il a thrombosé sa veine, il n'a pas consulté, il n'a consulté qu'hier après-midi, après 15 jours. Donc c'était vraiment très étendu. C'est pas compliqué d'embolie pulmonaire, mais c'était très, très étendu. Ça ne justifie pas une amputation? Non, pas du tout. Pas du tout. Dans la veine, on ne parle pas d'amputation. L'amputation, c'est l'artère. Ok, parfait. Donc Madame Zahra, je crois que finalement il y a une question. Non, pas une question, mais je me suis rappelé quand elle était en train de parler, j'ai subi beaucoup d'interventions chirurgicales et justement ce mot d'embolie pulmonaire, le risque de l'embolie pulmonaire. Donc ça, j'entends, voilà, on m'a injecté des injections au ventre. Même après l'accouchement. Là j'ai compris, mais voilà, j'ai fait la liaison et c'est vrai qu'un chirurgien avéré, c'est quelqu'un qui va faire cette prise en charge ou au moins sensibiliser, même quand on rentre chez soi, il y a des choses à faire attention, c'est une sensibilisation. Et donc, normalement, tous les médecins doivent sensibiliser vers ça et vers les risques que vous venez de dire. Je pense que tous les médecins le font systématiquement. Et c'est pour ça qu'on est là. Voilà, compléter l'information. Et c'est très bien, comme ça, toutes les personnes, tous les spectateurs les téléspectateurs vont avoir cette information et seront avérés. Alors, je pense que vous avez répondu à cette question, mais Rachid vous la pose quand même. Il vous dit, est-ce que le risque de phlébite augmente avec l'âge? Oui, exactement. Le risque de la thrombose augmente avec l'âge. Quelqu'un qui a plus de 50 ans ou de 65 ans a beaucoup plus de risques qu'un jeune, tout simplement. C'est ça. Et puis, Ayman qui vous dit, un fumeur a-t-il moins de chances de guérir d'une phlébite? Non, pas du tout, mais a plus de chances de faire une phlébite. Exactement. Voilà, Ayman, il faut arrêter de fumer pour ne pas faire de phlébite. Merci beaucoup, docteur. C'était un plaisir de vous avoir. Hasna Rgadi, vous êtes angiologue, phlébologue. Ça va détendu? Oui, ça va bien, parfait. Super. On reprend 1 heure d'émission ensemble? Pas de problème. En fait, vous étiez un petit peu crispés, c'est pour ça que je vous taquine avec les téléspectateurs. Merci beaucoup, mesdames, pour votre confiance. C'était un plaisir de vous recevoir. Leila Ndel aussi, vous êtes experte comptable, cofondatrice du réseau Women. Vous êtes notre femme inspirante de cette semaine. Et puis à vos côtés, l'habituée de l'émission, celle qui a carte blanche, Fatem Zahra Mzioud Benis, consultante et coach de dirigeants. Merci beaucoup, Fatem Zahra, d'avoir été une nouvelle fois avec nous pour nous réitérer votre confiance. Merci beaucoup à toutes et à tous. Merci à l'équipe. Au revoir, à très très vite.